comme je vois arriver les retardataires. Donc je pense, moi je vous propose qu'on commence, et d'abord, je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue donc, à Simon Liberati, à ses invités, et puis à vous. J'ai vu beaucoup de personnes parmi vous prendre la brochure de la Cité. Donc j'en conclus que nous avons ce que nous appelle ici les primo-arrivants. Alors c'est un mot un peu barbare, ça veut dire que grâce à Simon Liberati, viennent peut-être aujourd'hui à la Cité de l'Architecture des personnes qui ne connaissaient pas cet endroit. En tout cas, peut-être la Cinémathèque, mais pas le lieu. Le lieu qui est maintenant ce musée d'architecture. Et c'est aussi un peu mon rôle ici, avec le développement culturel, de nourrir des programmes, ici dans l'auditorium, qui mettent en relation l'architecture avec la culture générale, avec le cinéma, avec la culture moderne, avec la science aussi, mais je ne vais pas raconter tout ça. Et donc je suis ravie si vous avez effectivement, si vous voulez un jour effectivement un peu mieux nous connaître, voilà, que ce soit par Simon Liberati, que vous soyez venu ici. Alors, ce programme Paris, ce programme littérature qui est animé par Emmanuel Rubio, dont je ne dirais pas qu'il est normalien, mais par contre qu'il est critique d'architecture d'un côté et universitaire, donc historien de la littérature de l'autre, donc c'est pour nous un homme précieux. On y invite des écrivains qui ont un rapport effectivement plus particulier que d'autres avec l'architecture et la ville, qui sont nos sujets ici. Voilà, je suis architecte moi-même, il y a beaucoup d'architectes dans cette maison et dans le public de la Cité. Et donc on invitera des écrivains qui ont un rapport peut-être quelquefois beaucoup plus direct avec l'architecture que Simon. Je peux citer Jean-Christophe Bailly, qui est un vieux compagnon de route d'ailleurs de l'architecture des architectes français. On a invité Aurélien Bélanger, qui est un jeune écrivain fasciné par les grands travaux et par leur mythe, leur mythologie. Et donc c'était peut-être moins... on fera bientôt quelque chose autour de Fernand Pouillon, qui fut un grand écrivain aussi, et qui est aussi un personnage romanesque, puisqu'il y a des romans maintenant qui s'écrivent sur Pouillon. Et c'est vrai qu'avec Simon Liberati, on a pris un peu un risque parce que c'est beaucoup plus diffus. Voilà. Simplement, il nous a semblé que cette littérature de Simon, que personnellement j'apprécie énormément, quand même on invite les gens qu'on aime, sinon ce métier est beaucoup moins drôle. Cette littérature de Simon Liberati qui est quand même très urbaine, très très urbaine, et bien sûr, il nous a semblé que c'était intéressant de creuser à travers ces textes le rapport qu'il entretient avec certaines villes. Voilà. Et donc Simon a accepté donc cette invitation et nous avons, j'espère, bien travaillé pour que ce soit agréable d'avoir cette conversation maintenant. Voilà, merci. Cher Emmanuel. Merci. Alors je remercie à mon tour Simon Liberati et lui dit le plaisir de l'avoir parmi nous. L'après-midi est découpé en 3 parties. Donc il y a une première partie qui va porter plus sur Paris. Ensuite, Pierre Le Tan nous rejoindra pour un dialogue à 3, à nouveau autour de Paris. Et puis il y aura enfin avec Nelly Capriélan quelque chose qui sera plus centré sur la Californie et la partie américaine de l'œuvre de Simon Liberati. Donc pour commencer, on va se concentrer, disons, sur les romans parisiens, depuis Anthologie des apparitions jusqu'à Eva, et les 2 qui sont parus cette année. Alors ça n'est pas un roman quand même, les Violettes de l'avenue Foch, ce sont des chroniques. Et puis Les Rameaux Noirs, avec un très beau panorama parisien à la fin, que nous aurons l'occasion, je l'espère, d'entendre. Et avant d'aborder ce rapport particulier à la ville, parce que c'est vrai que là on a affaire vraiment à un pur romancier et non pas à un critique d'architecture ou à un critique d'urbanisme comme on a pu de temps en temps en recevoir, y compris sous le voile du roman. Avant, j'aimerais bien qu'on pose quelques points géographiques. À commencer peut-être par ces quelques lignes d'Eva qui parlent de votre Paris de l'enfance. On a l'impression qu'il y a un quadrilatère qui va du pont Alexandre III presque à Saint-Michel, qui comprendrait les Tuileries et qui descendrait jusqu'à Saint-Germain en gros. C'est à peu près ça. Le pont Alexandre III, j'irai peut-être pas jusqu'au pont Alexandre III, mais qui était quand même déjà un espace qui était assez loin de la maison de l'appartement de mes parents. Je pense qu'on s'arrêtait à peu près à la Concorde, et voilà, oui,
nous étions une famille avec beaucoup de rituels, et donc nous allions marcher tous les samedis et tous les dimanches sur les mêmes rues, la rue du Bac, la rue des Saints-Pères. On allait souvent aux Tuileries. Donc voilà, donc c'était des promenades, beaucoup moins souvent par exemple au Luxembourg, qui est pour moi un jardin presque tardif, où je suis allé peut-être très jeune, mais j'ai pas de souvenirs tellement. Et c'est vraiment les Tuileries qui étaient le centre et d'ailleurs qui reviennent assez souvent dans mes textes. Enfin voilà, mais c'est à peu près ça. Mais a priori, donc une enfance au cœur de Paris, enfin au cœur historique. Il y a quand même au centre les Tuileries, c'est la grande perspective de le nôtre. Oui. Oui. C'était. J'ai passé ma vie. D'abord, il faut préciser, nous vivions au 8e étage, donc c'était un nid d'aigle. En fait, on voyait tous les toits de Paris. On voit toujours, parce que mes parents vivent toujours dans cet appartement, tous les toits de Paris et toutes les perspectives alors là, s'étendaient du côté ouest jusqu'aux collines de Saint-Cloud et du côté est, un peu moins loin, parce qu'il y a l'église des étrangers et puis des bâtiments. Il y avait la prison du Cherche-Midi qui était juste à côté, qui a été détruite, dont je me souviens très bien, des murs noirs en pierre meulière, comme les prisons, comme la santé, et qui a été remplacé après par un bâtiment plus moderne. Mais voilà, j'ai vu les toits de Paris, j'ai beaucoup vu les toits de Paris, j'ai beaucoup vu puis le 7e qui était très présent avec les églises, avec les petits clochers. Ça, c'était quelque chose de très fort dans mon enfance. Et puis évidemment les Tuileries, avec la grande perspective, et puis la tour du Gane qui est venue se construire à peu près quand je devais avoir une dizaine d'années ou un peu plus, je sais plus, et qui était toujours un débat avec la Défense qui apparaissait derrière l'Arc de Triomphe, etc. Mais c'était, oui, les Tuileries, surtout les Tuileries de l'époque, qui n'étaient pas du tout les Tuileries, on va pas faire d'histoire, parce que je crois qu'en plus, dans le public, il y a sûrement des gens qui ont bien connu ça, mais les Tuileries de l'époque étaient un endroit un peu en désuétude, avec quelque chose d'un peu à l'abandon, comme ça. Enfin, c'est dans mon souvenir, surtout à partir du moment où on a commencé à faire des travaux dedans, etc. Alors là, c'est devenu, il y avait même des poulets, il y avait des sans-abri, on n'appelait pas ça comme ça peut-être, mais qui vivaient qui avaient fait une basse-cour, je crois me souvenir, à côté des jardins, du côté de l'arc du Carrousel. Voilà. Oui, j'aime bien cette anecdote de la tour Gane, parce que Ouais. on sait effectivement toutes les réactions à l'époque qui ne voulaient pas voir la Défense derrière cet axe historique, alors qu'on a le sentiment pour vous que cette tour représente quelque chose comme une échappée, une ouverture quand même par rapport à ça. Bon, je suis pas non plus. Moi, j'aime beaucoup le front de Seine. Hein. Si on veut parler d'architecture contestable, j'aime bien le front de Seine. J'ai des souvenirs au front de Seine. J'ai beaucoup parlé du front de Seine dans notamment un livre qui s'appelait Nada existe, et puis peut-être dans un autre, dans Eva, en tout cas de l'autre côté. Mais la Défense, non. J'ai un camarade qui vient de s'installer, Bertrand Burgala, qui vient de s'installer à la Défense. Mais la Défense, pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez lointain. J'ai jamais marché à la Défense. Alors, on va revenir au front de Seine, hein, mais d'abord un autre point, parce que dans vos livres et dans Eva notamment, alors on s'aperçoit que vous êtes passé vers Montmartre pour rejoindre Eva, visiblement, hein, mais on vous voit aussi, et également dans Les Rameaux Noirs, marcher à la campagne, beaucoup, près de Villers-Cotterêts, donc dans un endroit qui est lié quand même à l'histoire de la langue française et qui est lié à la poésie française, puisque vous dites arpenter couramment le Valois de Gérard de Nerval, cette patrie de la poésie française pour lui. Oui, alors pour rentrer dans des termes de région, maintenant ça a été rangé dans la Picardie. C'est pas du tout la Picardie. La Picardie, j'ai vérifié dans des vieilles cartes, commence après Soissons, avant Laon, donc entre Soissons et Laon. On est dans l'Île-de-France, et en effet, on est vraiment à l'extrémité nord du Valois. Hein. C'est pas le Valois de Gérard de Nerval, c'est un Valois qui est plus celui d'Alexandre Dumas, on va dire, pour être simple, puisqu'il était de Villers-Cotterêts, qui a beaucoup parlé de la forêt. Et c'est vrai que cette forêt, dans laquelle je me suis beaucoup promené, est présente un peu de temps en temps. Elle vient comme ça en arrière-plan et dans le prochain aussi, d'ailleurs, dans le livre qui s'appelle Occident, qui est en préparation. Et alors, non, mais parce qu'on n'a pas un Parisien qui reste à Paris, on a vraiment des mouvements. Et dans Nada existe, par exemple, on commence aussi dans une maison
une sorte de maison-château qui est assez loin de Paris et dans laquelle on reste longtemps. Finalement, on a du mal à en sortir pour gagner Paris. Ah oui, alors ça c'était un endroit, alors c'était une location que j'ai eue à un moment qui était, avant de me recevoir, occupée par la secte des Enfants de Dieu. Donc on avait visité cet endroit, je me rappelle quand j'ai loué ça, c'était il y a 30 ans maintenant, et il y avait les lits superposés, il y avait des enfants qui vivaient là-dedans, c'était comme une école, quoi, où il y avait des petits Indiens, tout ça était assez bizarre. C'est une secte qui avait eu des soucis d'ailleurs à ce moment-là, comme beaucoup de sectes, ils étaient un peu pourchassés. Et donc on a récupéré cet endroit qu'on appelait Moulinsart à l'époque, parce que ça ressemblait beaucoup au château de Moulinsart de Tintin, en plus modeste, hein. C'était quand même une grosse maison de style, on va dire... fausse brique, enfin vraie brique et fausse pierre, stuc un peu, Louis XIII, mansard, quoi. C'est ce qu'on appelle le pavillon mansard, quoi. Il y en a beaucoup dans la région parisienne. Ça a une certaine poésie. L'endroit avait une certaine poésie. Et le bâtiment dont je me suis inspiré, alors je me suis inspiré pour ces scènes-là de ce bâtiment, et j'ai mis dans le jardin, je ne sais pas si pour ceux que ça intéresse, une usine en ruine qui existe, qui a été construite par un architecte anglais dont j'ai oublié le nom, et alors qui se trouve en Normandie, et qui est une ancienne tannerie, je crois, qui a été construite dans le style fausse abbaye gothique, et qui a brûlé. Et qui est un endroit qui a brûlé vers je sais pas, dans les années 50. Et donc qui est un endroit complètement féerique, très étrange, qui est à côté d'une abbaye en ruine, et qui elle-même, on peut confondre et croire que cette usine est l'abbaye, mais c'est pas l'abbaye, c'est une usine, et c'est un endroit absolument invraisemblable. Donc j'ai mélangé les deux lieux. Je fais souvent ça, comme beaucoup d'auteurs. Je prends un angle, enfin un bout de paysage, et puis je lui ajoute un arrière-fond qui est pas forcément dans la réalité, donc qui crée un espèce d'espace plus mystérieux. Et c'est comme ça que j'ai créé cet endroit-là, qui est au début qui est d'ailleurs dans lequel on s'éternise, que c'est un livre où c'est un type qui est censé partir rejoindre ses maîtresses à Paris. Il n'arrive pas à partir, et ça dure des heures. C'est un livre qui devait se passer en 24 heures, j'ai jamais réussi à l'écrire. En fait, j'ai écrit que 6 heures, et il n'arrive pas à partir de sa maison. Il est bloqué pour diverses raisons qui tiennent beaucoup à son état de santé aussi. Et c'est assommant. J'arrivais pas à partir de cet endroit. Je suis resté pendant 250 pages dans l'enceinte de la maison. J'en pouvais plus. On trouve refuge à un moment dans une station-service, et puis après, hop, on part à Paris. Mais c'était vraiment un livre où je me suis enterré dans un décor. Oui, on a ce sentiment d'embourbement extrême. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que quand on va gagner Paris, à la fin de Nada existe, parce que comme le narrateur, on est quand même, enfin le personnage, on a envie d'arriver à Paris, et là, on n'arrive pas du tout le Paris, cœur de la France, les Tuileries, etc. On arrive au front de scène, c'est-à-dire un Paris totalement abstrait, que vous décrivez comme un port maritime presque, une sorte de Paris défait, enfin presque perdu, quoi. Alors j'avais fait le front de scène. Alors ça a reposé sur des éléments biographiques sur lesquels je ne m'étendrai pas, mais enfin disons que je fréquentais pas mal l'hôtel Sofitel, qui était l'ancien Nikko, qui était un hôtel construit par les Japonais, je crois, qui est la tour rouge du front de scène, qui est maintenant un Sofitel, qui a le charme d'avoir des chambres avec des hublots et qui loue dans la journée, donc c'est agréable. Et les hublots donnent sur Paris, du côté. Alors si on a la chance d'avoir du côté Seine, on a une vue absolument magnifique, surtout quand on est vers les étages élevés. Et c'est comme des télévisions, c'est très très joli ça. Et donc j'aimais beaucoup cet endroit pour des raisons affectives, et donc je voulais absolument terminer là, terminer en tout cas que mon héros arrive jusqu'à cet endroit. Et j'ai travaillé sur la géographie de l'endroit. J'ai même fait des recherches dont je parle, je crois, dans un autre bouquin, peut-être dans Les Rameaux Noirs, sur le sous-sol, parce que je voulais connaître même le sous-sol le sous-sol à Paris, qui est toujours un peu pareil. Hein. C'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais il y a du sable, il y a des choses qu'on retrouve dans tout le bassin parisien. Mais il y a un rocher, je crois, du côté de l'île des Cygnes. Il me semble me souvenir qu'il y a quelque chose de... Alors après, il y en a un autre, j'ai confondu les deux rochers. Il y en a un du côté du pont du Carrousel, mais il y en a un du côté de l'île des Cygnes, il me semble, dans ma mémoire. Enfin, j'ai plus, je sais pas ce que j'ai fait de ce grand. J'avais un grand bouquin sur les sous-sols parisiens qui était tout à fait passionnant. Voilà, donc j'ai voulu fouiller, donc j'ai fait ce front de scène qui est en effet
c'est l'ouest, donc il y a toujours ce vent qui vient par l'ouest, hein, et donc dans les tours, on le sent, elles bougent, hein, les tours du front de Seine. Je ne sais pas si c'est un phénomène, vous me direz vous, mais si c'est un phénomène normal, mais elles vibrent, on les sent vibrer dès qu'il y a des rafales, et donc c'était en effet c'était un pari qui est pas celui qui est dans les autres livres, quoi, qui est vraiment là, très ancré dans un... Parce que toutes les tours ont quand même le même gabarit, c'est une architecture très abstraite de cette modernité extrême qui nie tout ancrage finalement. Hein. Oui, puis qui est un peu crasseuse. Je me suis aussi intéressé à la maladie du béton. J'ai vu qu'il y avait une affiche en face, là, ils ont réparé un bâtiment là en face par là, peut-être plutôt, et ils parlaient justement de la maladie du béton. Et j'avais trouvé j'achète énormément de livres, trop, et j'avais acheté un livre que j'ai toujours, qui est consacré à la maladie du béton, et je m'en suis servi juste à la fin, peut-être à l'avant-dernière page, pour parler des taches sur d'humidité, vous savez, sur le béton s'imprègne toujours, hein, il devient... il salit, on a l'impression à chaque fois qu'il pleut, il y a quelque chose de... C'est une vie, mais qui est un peu triste, comme ça, un peu comme le parpaing, quoi. Et donc, je m'étais intéressé à ça, et c'est vrai que les tours étaient... Il y en a une ou deux qui sont dans des états... Ça a été refait depuis. Il y a la tour Totem. La tour Totem, on l'aime bien, mais il y a eu un assassinat dans la tour Totem, effrayant. Je ne me rappelle plus, un type qui a été assassiné par son amant dans les derniers étages. Ça, à l'époque où j'y étais. Et puis, il y a cette espèce de cheminée aussi, j'ai jamais su ce que c'était, qui sort. Et puis une autre derrière, qui est une espèce de tour. Alors celle-là, elle est dans un sale état, mais elle doit être réparée maintenant. Oui, j'ai vu qu'ils avaient fait ça a été largement Il y a le refait. bowling. On en parlera une autre fois, parce que je peux rester pendant des heures sur ça, mais il y a le bowling avec le centre commercial en dessous. C'est génial, c'est une espèce de rue souterraine où je garais ma voiture, je me rappelle, avec l'impression d'être dans un parking, mais c'était pas vraiment un parking, c'est très très bien. C'est très sinistre. Il y avait le salon de la voyance qui avait lieu là aussi, donc j'avais vu des voyantes quand j'étais dans la presse au groupe Marie-Claire, je crois. J'étais allé visiter le salon de la voyance et il y avait des voyantes égarées dans cette espèce de clairsemé avec des petits stands au milieu de cet endroit, c'était pas mal. Oui, et c'est vrai que moi, ce qui me frappe, c'est justement ce retour à Paris, dans ces lieux sinistres, abstraits, différents, et un autre retour à Paris, une fois que Paris a été quitté, c'est le retour vers l'hôtel de la rue de Beaune, que vous habitez comme hôtel, la chambre 19, et même une fois qu'il a été fermé. Alors l'hôtel de Beaune, c'était une dame qui était algérienne, je crois, qui avait cet hôtel. On ne voyait pas qu'elle était algérienne, c'est un ami qui m'a appris ça, et qui avait toujours des lunettes noires et qui faisait des bouquets de fleurs fraîches. J'aime bien les gens qui font des bouquets de fleurs fraîches, c'est toujours le matin, comme ça il y avait ces bouquets. Mais elle était un peu particulière, elle avait des gens chihuahuas ou un truc comme ça. Et cet hôtel était un hôtel de très basse catégorie, comme on n'en trouve plus maintenant dans ce quartier. Même pas, je crois qu'il y avait une étoile, et donc pas cher, et c'était un peu beat hôtel, même si c'était peut-être un peu postérieur aux hôtels de la rue Gilles-Coeur, etc. Enfin, ça avait quand même ce côté-là. C'était dans ce quartier quand même très bourgeois maintenant de la rue de Beaune, avec les antiquaires en bas, là, le carré, on est en plein carré des antiquaires. Et ce petit hôtel pourri, et cette chambre 19 était tout en haut, et c'était en fait plusieurs pièces des combles qui avaient été réunies, et ça faisait comme une espèce de ce que j'appelais la suite overdose, parce qu'on s'y est beaucoup défoncé, et c'était très agréable. C'est un endroit que j'ai des photos encore. Et puis, elle a fermé, parce que la police fait tout fermer maintenant, enfin pas pour des raisons de mœurs, mais pour des raisons de sécurité. Et donc, la pauvre dame qui avait racheté ça à l'Algérienne, elle a fermé l'hôtel, mais elle m'a laissé, parce que je lui donnais de l'argent en cash, et donc elle m'a laissé vivre là. Et alors, il n'y avait plus de porte aux chambres. Je ne sais même plus si j'étais dans la 19, je crois qu'ils avaient tout cassé, mais je devais être en dessous, dans une autre chambre, et il n'y avait plus de porte, et il y avait un clochard, ou en tout cas, j'ai honte, je l'ai appelé clochard, je ne sais pas s'il était vraiment clochard, enfin un type qui vivait en bas, qui dormait par terre, et c'est lui qui avait les clés. Donc il fallait que je sorte, que je demande au garçon, il fallait que je le réveille la nuit, il dormait souvent lourdement. Et ça a été vraiment, la fin a été difficile. Je suis parti par la fenêtre, je crois, à la fin, le dernier temps. Mais l'endroit était génial, et il est toujours là, et alors il y a toujours la façade en réparation, j'ai l'impression qu'ils ont... c'est des toutes petites... C'est des petits plateaux qui doivent faire 60 mètres carrés par étage, ils peuvent pas faire... Il faut qu'ils fassent un capsule hôtel, ou je sais pas ce qu'ils peuvent faire là-dedans, parce que c'est vraiment pas du tout spacieux. Mais alors, ce qui est frappant par rapport au front de Seine, parce que le front de Seine est quand même décalé par rapport au Paris de l'enfance, c'est que là, vous êtes au cœur du Paris de l'enfance,
dans cette situation très instable, très de non-appartenance finalement. Vous êtes revenu là au cœur, mais tout à coup il y a eu un décalage, un décollage qui se voit dans les lieux que vous habitez. Oui, alors c'est très exact. Vous avez très bien dit ça. C'est-à-dire qu'en fait, je suis revenu habiter dans ce quartier qui était en effet le quartier où je marchais quand j'étais enfant avec mes parents, qui étaient les rues dont je parlais tout à l'heure, rue du Bac, rue des Saints-Pères. Tout ça était autour. C'est aussi le quartier de l'édition. J'étais proche avec Gallimard. Bon, je ne suis pas beaucoup édité par Gallimard, mais j'ai d'autres maisons qui n'étaient pas loin. Et donc c'était, mais j'étais parce que je vivais à la campagne. J'avais cette espèce d'hôtel dans lequel je menais une vie relativement de bâton de chaise. Et j'étais installé, mais c'était très agréable parce que j'avais l'impression d'avoir retrouvé une forme de liberté à l'intérieur de l'espace de l'enfance. C'est comme si j'étais revenu dans Peter Ibbetson, vous savez, qui est un livre que j'aime beaucoup de Georges Dumaurier. Il y a toujours ce jeu entre le passé et le présent. Les gens du passé vivent derrière les murs, je crois me souvenir, ou je ne sais plus, ça se passe dans le 16e, ça se passe vers Auteuil, derrière. Mais il y a ça. Et là, c'était un peu ça. J'avais l'impression d'être revenu dans le paysage de mon enfance et en même temps d'être celui que j'étais devenu à la force du temps et des déroutes diverses ou des efforts, ça dépendait de comment on se place, qui m'avaient amené à devenir ça, quoi. C'est-à-dire un type qui vit de sa moyennement de sa plume, mais qui était installé dans cet hôtel. Et puis ça avait ce côté, en effet, vie d'hôtel, qui est toujours assez romanesque. Et c'est vrai que je trouve que c'est une des forces de votre écriture de Paris, fut-elle disséminée dans les romans, que ce décalage-là des lieux patrimoniaux, mais qui tout à coup se retrouvent légèrement décalés. Et je dirais que c'est la même chose avec le Valois, parce que chez Nerval, c'est quand même la patrie perdue, c'est l'Arcadie perdue. Dans Sylvie, ça y est, elles ont appris les airs d'opéra, c'est trop tard, il ne pourra plus y revivre. Et chez vous, il y a les promenades en forêt qui sont visiblement positives, mais il y a aussi les explorations des sous-sols, des grottes, quelque chose qui hante ce paysage. On a quand même le sentiment que vos Arcadies sont minées, disons. Ah bah, dans le cas du Valois, de là où je suis, c'est sûr. J'ai trouvé, il n'y a pas longtemps, dans ce fameux archive où j'ai trouvé, qui sont des archives folkloriques, très intéressant, qui avait paru dans les années 50, un livre que j'ai trouvé il y a une semaine. Il est question justement de ces caves dont je parle, vous avez évoqué, qui sont en fait des carrières de pierre, parce que c'est une région où la pierre est très meuble, où on fait des pierres blanches, comme ça, ces pierres très particulières qui deviennent grises avec la pluie, mais qui sont blanches, assez blanches. Et il y a des carrières immenses, mais immenses, comme dans Tom Sawyer, on s'enfonce dans des dédales absolument incroyables avec des salles et des salles et des salles. Et il y a un nom que j'ai malheureusement oublié, j'avais su qu'on allait en parler, j'aurais noté, qui désigne un nom patois, qui désigne ces trucs dans lesquels les gens se sont réfugiés, parfois dans des cas parce qu'elles sont anciennes, pour certaines, ça date du 16e, du 15e, elles ont servi pour fabriquer les petits châteaux, les églises. Et il y en a, je crois, quand on va vers le nord, il y en a aussi en allant après la vraie Picardie, et c'est des endroits qui sont assez sinistres. Et d'ailleurs, je m'en sers dans le Rameau Noir pour ces fameuses mythologies des cavernes, là, avec les personnages qui vivent dans la nuit, qui sont présents dans la très ancienne tradition grecque et voire antérieure. Et qui sont d'ailleurs des femmes serpents parfois. J'ai retrouvé ça l'autre jour, je ne sais plus pourquoi, dans je ne sais quel livre. Et donc voilà. Et donc ces carrières qui sont en fait en dessous et qui minent vraiment, parce qu'il y a des effondrements. Quand vous marchez sur les chemins, vous voyez que tout à coup ça s'est effondré. Et en plus, ça a été beaucoup bombardé. C'est des régions où il y a eu énormément de guerres, où il y a encore des obus partout. Et donc, ça a beaucoup remué. Le terrain est très, très miné, en effet, par ça. Et ça gagne l'architecture, parce que dans les Rameaux Noirs, si je ne me trompe, vous décrivez une maison de campagne assez idyllique, et en dessous, tout à coup, il y a une cave dans laquelle est enchaînée une jeune fille, qui est comparée à Natacha Kampusch, c'est-à-dire qu'on a tout à coup le cauchemar sous l'idylle qui est architecturale, par la cave.
Alors attention, c'est des caves qui communiquent comme avec du trou parce que la cave, vous savez qu'il dessinait des caves quand il était enfant. Il a passé sa jeunesse à dessiner des caves. C'est son père qui disait ça. Il disait du mal de lui un jour dans une radio belge et il racontait qu'il l'enfant dessinait déjà des souterrains. Et il y a une cave dans cette maison. C'est une maison qui existe. En effet, il y a un arbre géant qui s'est un arbre de la liberté, je crois, qui a été planté au moment on plantait des arbres de la liberté, platane absolument énorme qui a poussé sur une source. Et donc du coup, il y a une dame à qui cette maison avait appartenu, c'est une autre maison encore que j'ai eue, elle m'avait dit, il y a une cave en dessous de la cave. Et donc j'avais sûrement rêvé de ça. Mais la cave dont vous parlez où la jeune fille est enchaînée, j'ai rêvé de cette cave dans cette maison, mais en fait la cave elle est à Réaumur. Et elle est dans le quartier où je vais retrouver Eva. Moins de 10 ans après, hein. Donc c'est un rêve. Pour moi, c'était une prémonition de quelque chose. C'est pour ça que je l'ai mis dans le et que j'ai retrouvé en plus la narration, le compte rendu. Donc je l'ai mis dans les rameaux noirs. Il y a la cave de Réaumur et il y a dans l'Hyper-Justine, sous l'appartement et le salon d'apparat, le demi-étage, qui est une sorte de musée des monstres, qui ressemble lui aussi à une cave. Je crois qu'on y évoque d'ailleurs Natacha Kampusch non, peut-être pas, d'ailleurs, elle n'existait peut-être pas à l'époque. Si, déjà. J'ai pourchassé Natacha Kampusch, elle était au lycée à l'époque. Voilà, visiblement, vous êtes hanté par ces architectures doubles. Oui. Bah, c'est ce qu'on disait, pardon, je vous interromps, mais c'est ce qu'on disait à propos de Peter Ibbetson. C'est-à-dire, dans Peter Ibbetson, donc, qui est ce roman très, très curieux de Georges Du Maurier, il y a, qui est illustré par lui d'ailleurs, avec des petits dessins charmants, il y a ces murs qui cachent d'autres murs, d'autres pièces derrière les murs, etc. Et finalement, il retrouve le passé, je crois me souvenir, une vie qui a continué, la vie de son enfance, qui est un peu comme le passé de Rousseau ou le passé de Nerval, une sorte de passé merveilleux avec cette mare d'Auteuil, je crois. Ça se passe dans un 16e complètement encore campagnard, et à l'époque de Napoléon, juste après les guerres napoléoniennes. Et c'est très mystérieux. Et lui, plus tard, retrouve les maisons avec des doubles murs. Donc ça, c'est une idée qui me plaît beaucoup. L'idée du sous-appartement, là, ça se situe rue de Castiglione. Ça me vient alors là d'une dame qui essayait de louer un endroit tout à fait formidable qui était rue du Faubourg Poissonnière, qui était l'ancien immeuble, l'ancien hôtel de l'archevêque de Sens, je crois, et qui était un truc qui avait servi pour entreposer des vêtements, parce qu'on était dans le sentier à l'époque, et il y avait en effet des demi-étages, comme on avait construit, vous savez, le marais était rempli de ça, c'est-à-dire que on faisait le genre d'espace dans lequel vivait Jarry, quoi, le truc, l'appartement avec le plafond à 1,60 m, et ça me plaît beaucoup, et donc du coup je l'ai mis dans la rue de Castiglione, où pourtant il n'y a pas trop de ce genre d'espace. Mais c'est à se demander si vous poursuivez pas aussi une grande tradition qui est celle de l'architecture du roman gothique anglais. Le Fonthill de Beckford, le château d'Otrante de Walpole. S'il n'y a pas toujours ça qui hante votre Paris et vos lieux, disons. Alors, ça passera par Sade, parce que moi, je ne suis pas un lecteur tellement de Beckford. Je l'ai lu, mais bon, j'ai lu Vathek, qui n'est pas vraiment... J'ai lu Fonthill, c'était donc sa maison, hein, c'était pas ses livres. J'ai pas lu Walpole, même si j'aime beaucoup les portraits que j'ai vus de Walpole, etc. Ça me plaît beaucoup, mais j'ai pas lu Walpole. Et j'ai pas tellement lu... Le Confessionnal des pénitents noirs, peut-être, de Anne Radcliffe, il me semble. Mais c'est surtout Sade. Alors, j'ai beaucoup aimé Sade. Et bon, évidemment, il y a le château de Sealing, je crois, hein, dans les 120 journées. Et des espaces gothiques comme ça, il les utilise de manière très, d'ailleurs, sarcastique. Enfin, on dirait presque du second degré. Hein, les descriptions de l'arrivée au château de Sealing, du chemin qu'il faut faire pour parcourir, on dirait un... Donc ça, oui, ça m'a influencé. C'est plutôt Sade. Oui, voilà, qui vient inquiéter les Lumières rousseauistes, hein, finalement. Ouais. C'est vraiment ça. Et alors, je trouve que au-delà de ces espaces que vous créez qui sont dédoublés, disons qu'avec en dessous quelque chose comme le SA ou le SAD, la torture, vous avez des espaces qui regroupent tout à coup une vision lumineuse et une vision beaucoup plus désenchantée, beaucoup plus sombre. Je pense à, par exemple, la manière dont vous décrivez dans Anthologie des apparitions le Titose, avec une architecture dont on comprend qu'elle doit être de nuit,
quelque chose, mais vous la décrivez de jour. C'est assez terrible. Il y a une porte en rocher de Vincennes, des ascenseurs de verre, et puis ensuite vous passez dans un bowling, mais c'est pareil, il vient d'être éteint. Et vous avez le goût pour ces architectures qui ont une certaine lumière à certains moments, mais c'est une lumière éphémère, presque factice, et derrière, il y a quelque chose de beaucoup plus sombre. Ben, j'ai le goût et puis la vie m'amène là parce que moi j'ai le Titos qui existe, qui est sur le Paseo Maritimo, cette espèce de grand bord de mer qui est à Palma. Est une ville extraordinaire, c'est une ville de Méditerranée, c'est une ville comme Naples, c'est une ville comme Toulon, c'est vraiment une ville de bord de Méditerranée, mais avec et il y a dans cette ville un front de Seine qui a été construit d'ailleurs en partie par la mafia, je crois, parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements. Je l'avais appris par les Zemmour, ça. J'avais aidé le fils des frères Zemmour, les Zemmour, les gangsters, à préparer ses mémoires. Et il avait vécu à Palma. Il me disait que ses parents avaient des trucs à Palma. Donc il y avait des biens mafieux à Palma. Et donc le bord de mer est très moderne, avec des architectures très avec du métal brossé, des choses comme ça un peu. Et puis derrière, vous avez ce qu'on appelle le quartier des armateurs, qui est composé de maisons magnifiques, complètement, pour certaines en ruine. Maintenant, c'est rénové. Il y a des gens qui s'y intéressent, évidemment. Donc, ça commence à reprendre une forme, on va dire, qui me plaît moins. Mais à l'époque où j'en parle, c'est-à-dire il y a 20 ans, il y avait vraiment le quartier. Donc, il y avait la boîte de nuit qui était construite sur le bord de mer, atroce, une espèce d'architecture éphémère, en effet, de béton, de ferraille, etc. Puis c'est énorme, c'est une méga discothèque où toutes les jeunes filles venaient danser avec les types qui avaient les bateaux dans le yacht club. Et derrière, les gens des campings, et derrière, il y avait ces ruelles où il y avait les junkies, les trucs louches, et qui étaient ces espèces de maisons avec de délicieux buissons de fleurs, de rentes comme ça, et on passait la nuit là-dedans. Et en effet, il y avait ce bowling que j'ai pas inventé, hein, qui existe. Et finalement, c'est des lieux que vous voyez. Là, parfois, c'est des lieux imaginaires, mais sur Palma, j'ai quasiment pas. J'ai modifié peut-être des choses parce que la mémoire modifie, mais bon, j'ai pas bougé grand-chose. Le Titos, il existe toujours. Je suis passé il y a pas si longtemps, il est encore là. Mais des lieux peuvent être archétypiques sans être imaginaire pour autant. On peut trouver dans le réel des lieux qui nous correspondent particulièrement. Oui. Et c'est vrai que dans Anthologie des apparitions, il y a une comparaison explicite entre descendre dans une boîte de nuit et descendre dans le psychisme du personnage. Ah oui, je me souviens pas de ça. On descend l'escalier vers la boîte de nuit et on sent qu'il s'agit bien d'un psychisme qui est comme tout ce qu'on voit depuis le début, à la fois toute lumière et déjà savoir que c'est une lumière factice, qu'il y a de l'obscurité derrière. Est-ce que la boîte de nuit serait quand même un espace qui vous... C'est marrant ce que vous me dites, parce que alors, je viens de voir les rushs du film d'Eva Ionesco, donc, qui est ma femme et qui vient de faire un film sur le Palace. Et elle a tourné, elle est partie sur le Palace, elle n'a pas pu tourner au Palace, elle a tourné au Folies Bergères et au Casino de Paris. Et les parties qu'elle a tournées notamment aux Folies, on voit des gens monter et pas descendre. Et c'est vrai que le Palace, qui était pourtant un lieu de nuit, il y avait un sous-sol, en effet, qui est devenu après le Privilège, mais qui était un endroit où on pouvait aller danser en dessous, qui était d'ailleurs assez différent d'ambiance de la grande salle. Mais on descendait pas forcément. Il n'y avait pas ce côté qui est assez traditionnel, en effet, de la cave, quoi, hein. Là, c'était pas du tout la cave. C'est un endroit qui montait. Je vois les rushs encore avec les gens qui montent. Donc, ça me fait penser qu'il y a peut-être quelque chose de curieux dans cette montée. C'est peut-être ça qui donne... Enfin, je vais lui en parler parce que ça donne peut-être un effet curieux de voir des gens monter pour aller dans une boîte. Mais c'est vrai que alors, le Titos, c'est pareil, hein. C'est un truc c'est des plateaux de disco qui montent au lieu de descendre. Mais c'est vrai qu'on pense à la descente plutôt à l'escalier un peu noirâtre dans lequel on s'enfonce en rentrant dans des gens qui remontent, on se frotte contre les gens et on arrive dans cette espèce de cave opaque qui est traditionnellement l'espace de la nuit. Parce qu'il me semble que ça correspond justement aux années Palace, dont vous êtes un des mémorialistes, en quelque sorte, et auquel vous avez donné cette teinte si particulière de lumière et d'ombre. Vous écrivez quelque part dans Les Violettes de l'avenue Foch, la grâce est amoureuse de sa propre ruine. L'état de grâce, c'est le suspens avant la chute.
Oui, c'est une phrase que j'ai pas mal resservie, celle-là. Je l'ai trouvée avant de commencer à écrire. Et alors, j'en étais assez content. Et vous savez, il y a des phrases comme ça. Et donc, je la resserre de temps en temps. Je le dis d'ailleurs, hein, je m'en cache pas. Mais c'est une phrase qui revient. La grâce était prise de sa propre... L'aventure... Alors, c'est pas la grâce. Voilà, c'est l'aventure était prise de sa propre ruine, la phrase d'origine. Toute aventure était prise de sa propre ruine. Voilà, la vraie phrase. C'est toute aventure était prise de sa propre ruine. Et parti de là, j'ai répété, j'ai bafouillé. Mais on retrouve ça dans vos décors, hein. La belle usine en ruine et qui a pris le feu, le bowling lumineux mais éteint, les grandes boîtes de nuit mais disparues. Et on retrouve ça dans le salon principal, cette fois-ci, de l'Hyper-Justine, rue de Castiglione, qui est un endroit à la fois très luxueux et totalement travaillé par la destruction, le divan sur lequel est assis le personnage principal est presque déjà détruit. Le divan Göring, ouais, parce le divan Göring, oui. Parce qu'il vient du mobilier des collections de Göring, et c'est un mobilier massacre, si ma mémoire est bonne, dans lequel qui a été bourré, parce que comme il a subi des dommages et qu'il a subi la guerre, entre autres, il a été rebourré par des objets divers et variés. Je crois me souvenir qu'il y a des choses dans le divan, si ma mémoire est bonne. Hein. J'ai pas gardé. C'est un livre que j'ai écrit dans une sorte de demi-brouillard, ce Hyper-Justine, et qui a des origines vraies, c'est-à-dire que en fait, j'étais parti à la recherche de deux prostituées amateurs qui s'appelaient Véronique III, je crois, et Franca Scrivano ou Scrivani, je ne voudrais pas écorcher son nom. Elles sont mortes toutes les deux au Yémen. Elles ont été assassinées pendant la première révolution islamique, quand le président Al-Hamdi a été renversé par les islamistes, et elles avaient servi d'appât, en fait. C'est-à-dire qu'ils avaient fait venir des call girls de France, et ils ont sorti le président Al-Hamdi du palais présidentiel, ils l'ont ramené dans son domicile, sa maison de campagne, et c'est là qu'ils l'ont tué. Ils ont tué les deux filles. Et c'est une affaire qui était assez frappante, qui avait eu lieu en 77, je crois, ou 78, au moment de la révolution du Yémen, 77, je pense. C'était avant la révolution. C'est la première révolution islamique, c'était avant Khomeini. Et donc j'étais parti sur les traces de ces deux filles, en fait. Et j'avais remonté toute la rue Saint-Honoré, je voulais écrire quelque chose là-dessus. Et je cherchais un endroit, un bar qui avait appartenu aux frères du propriétaire de la Calavados, je crois, et qui s'appelait, j'ai oublié le nom, et donc c'était à peu près au niveau de la Belle Ferronnière. Et donc j'étais allé jusqu'à la Belle Ferronnière, et puis j'étais revenu, et puis il se trouve que la vie vous ramène parfois plusieurs fois dans le même endroit, et à l'époque j'ai sympathisé avec une jeune femme que j'appelle Janine dans le livre, qui était entretenue par un couple. Alors elle couchait avec le mari, et la femme lui offrait des robes et des bijoux, et donc elle partait dans la journée faire ses shopping, et la nuit vers 4h ou 5h du matin, elle était toxicomane, elle me faisait venir pour me montrer les vêtements qu'elle avait, les nouveaux vêtements, etc. Et elle habitait dans le quartier, juste à côté de la rue de Castiglione. Et elle m'a emmené chez des gens rue de Castiglione, qui d'ailleurs sont notoires, et qui était un producteur de musique. Et donc ils avaient un appartement qui n'a rien à voir avec celui de l'Intrigue. Mais ça a été un choc. J'ai beaucoup aimé cette soirée chez ces gens. Et donc du coup, c'est comme ça, c'est les déclics. Et puis j'ai vu la pharmacie Swan. Vous savez, il y a la pharmacie anglaise qui s'appelle Swan, qui est très jolie, qui est rue de Castiglione. Et du coup, la sauce a monté comme ça, et j'ai commencé à écrire cette intrigue bizarre avec cette femme âgée qui fait de l'art et qui prépare un film avec Sofia Coppola. Et puis le garçon qui est un ancien mercenaire et qui a une mère qui est justement morte, je crois, une des deux filles, ou en tout cas on l'appelle la sultane, je crois, et c'est relié à l'histoire de Véronique III et Franca Scrivano, et qui étaient des prostituées amateurs, qui avait un bon style, un peu Valérie Lagrange, qui avait fait des petits photomatons qui ressemblent aux photomatons du Palace. Donc tout ça se tient dans des recoins, vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois très bien les recoins. Mais alors, des recoins, rue de Castiglione, quand même, historiquement, on est dans le Paris le plus monumental, c'est quand même la suite de la rue de Rivoli, la monumentalisation, les maisons avec les façades strictement identiques qui vont vers la place Vendôme, dont on sait qu'elle a été construite avant, hein, mais d'abord les façades, sans savoir ce qu'on mettrait derrière. C'est-à-dire, c'est le Paris monumental, le Paris impérial
de Napoléon Ier, qui fait émerger une nouvelle société qu'il veut à la fois égalitaire, monumentale, etc. Et ce que vous révélez derrière, en fait, c'est une élite qui ferait avec la pègre, enfin, qui n'a rien à voir avec cette façade-là. Vous défaites, en gros, le Paris impérial. Bah oui, il s'est défait, tout se défait toujours. Il s'est défait. Fabrice, le patron du palace, habitait, je crois me souvenir, rue de Rivoli, ou en tout cas dans ce coin-là, dans les fameux immeubles chics, là, beaux, avec des belles vues sur les Tuileries. Il y a toujours eu une faune un peu interlope dans ce coin-là, parce qu'il y a d'abord, il y a les hôtels, n'est-ce pas? Les hôtels attirent toujours, on sait quoi, donc on ne sait qui. Donc il y a le Ritz, il y a le Loti, il y a tous ces petits hôtels, enfin grands, ça dépend de la Meurice, tout ça, ça crée un... Donc c'est un endroit à la fois, oui, en effet, monumental. C'est pas par là qu'il y avait le bordel de Proust. Peut-être que je dis une bêtise, mais il me semble que là où il va torturer les rats, il me semble qu'il est paru des colonnes, ou je sais plus, dans ce coin-là, je crois. Enfin voilà, mais donc ça ne daterait pas d'hier, donc quelqu'un, mais c'est à vérifier, je sais plus. Ah, voilà. L'hôtel près de Jeanne d'Arc. On n'est pas loin. Oui. C'est à côté, oui. C'est le comment il s'appelle celui-là? Oui, celui où le cinéma a beaucoup tourné là. Oui. Oui, c'est de cette manière dont quand même ce Paris officiel est investi par la réalité sociale et la pègre, parce que c'est quand même un personnage qui descend et qui en fait son terrain de chasse au départ. Hein. Oui, c'est vrai. Et on a la même chose. Alors il y a un restaurant que vous situez, que vous inventez, que vous situez en haut de la place de la Madeleine, sur une terrasse, qui lui aussi, alors il y a ce mobilier, à nouveau, vous parlez de morbide chic. Oui, c'était l'époque où je voulais parler de ce mot. Oui, voilà, c'est un mot qui vous a travaillé visiblement, mais c'est un style qui vous a travaillé. Où on mange du caviar sur des chaises de camping, donc on est place de la Madeleine, mais sur des chaises de camping, à manger du caviar. Et puis un personnage, tout à coup, regarde la Madeleine, et là je voudrais lire... s'incline sur la manière dont un monument se transforme chez vous. Paul avait disparu avec le voisinage, attiré par la terrasse et la vue panoramique. Il ne pleuvait plus, et la frise de la Madeleine se profilait derrière les silhouettes comme un décor de boîte de nuit. Le temple Louis-Philippe ressemblait, dans les lumières de la ville, à un Parthénon retapé, éclairé en rose par un light show. Au loin, une tour Eiffel de néon bleu, un jouet pour touristes, s'amusait à imiter la vraie, à moins que ce ne soit la vraie, ou le reflet de la vraie dans le verre sale d'un hublot ouvert sur la nuit. La boîte de nuit a tout gagné, là. Enfin, le Paris s'est transformé en une sorte de boîte de nuit insalubre. Oui, le restaurant n'existe pas. Il est inspiré d'un lieu éphémère qu'il y avait eu du côté de la rue de Presbourg ou de la rue de Tilsit, peut-être l'avenue de la Grande Armée, enfin dans ce coin-là, là, juste derrière l'Arc de Triomphe. C'était un truc qui avait rien de chic, qui était un espèce de truc qui avait été ouvert par des gens sur les toits, mais qui était un restaurant éphémère, comme ça. Je l'ai dû y passer une fois, et du coup, ça m'avait donné l'idée de ce truc construit sur la Madeleine. Parce qu'à la Madeleine, n'est-ce pas, on est encore dans la prémonition, parce qu'à la Madeleine, il y a les restaurants de caviar, hein, il y a Caviar Caspia, et puis il y a Berger qui avait installé son truc à côté. Mais il y avait aussi un restaurant de caviar qui s'appelait La Rose d'Ispahan, et ça je ne le savais pas quand j'ai écrit ce passage, qui était le restaurant que tenait Irina Ionesco, la mère d'Eva, qui était entretenue par un Iranien, et donc elle avait un restaurant de caviar, alors qu'il n'était pas place de la Madeleine, mais il devait être dans la rue où il y a le garage à côté. Et donc on était déjà je ne sais pas pourquoi, j'avais déjà été... J'y reviens à la place de la Madeleine, je parle beaucoup du livre à venir, je ne sais pas s'il verra le jour, mais en tout cas dans l'Occident, là on est carrément chez Caspia, là je suis revenu chez Caspia. Mais bon, c'est vrai que la place de la Madeleine, c'est bizarre, il y a des lieux comme ça, pourtant j'adore pas cet endroit, mais voilà, je me suis retrouvé plusieurs fois pour des raisons que j'ignore. Dans le roman, en tout cas, il est géographiquement central, parce que c'est en gros la plaque tournante entre la rue de Castiglione au sud, où le luxe accueille la pègre, et Pigalle au nord, où on passe à un moment dans le roman, où la pègre accueille le luxe. Enfin, le monumental devient plaque tournante pour toutes les rencontres les plus imprévues et les plus réelles du vrai Paris, pas du Paris monumental, disons.
Il y a quelqu'un qui a parlé de ça, mais alors pas du tout dans le sens de la pègre, c'est dans un texte tout à fait formidable, dans Jabba mon jeu, Aragon a écrit une conférence, je crois, où il explique la Semaine Sainte. Donc le roman qui se passe au moment des 100 jours, n'est-ce pas, où Jéricho se retrouve dans la garde royale, enfin je ne sais plus, oui je crois, dans l'entourage de Louis XVIII. Et il habite dans le 7e, pas loin de la rue de Beaune, et il part à cheval, il va déjeuner chez son père, je crois, ou je ne sais plus ce qui se passe, et il remonte à cheval par la Madeleine, je crois, et il repart vers le quartier de la Nouvelle-Athènes, du côté de la place Pigalle. Et Aragon décrit toute l'enquête qu'il a menée pour essayer de reconstituer le Paris, justement, dont vous parlez, à l'époque des 100 jours, donc dans tout début du 19e siècle. Et c'est très amusant parce qu'il raconte toutes les concierges, tous les gens qu'il a vus. Il essaye de retrouver l'endroit où se trouvait à peu près l'atelier de Jéricho. Et il se balade vraiment par là. Et donc c'est vraiment le même. C'est un quartier qui a quand même. J'en parle d'ailleurs dans Les Rameaux Noirs. Il y a Léoto évidemment qui a arpenté ce quartier. Il y a Breton. Enfin on en parlera peut-être plus tard. Mais c'est un endroit qui a été très. Ça doit être romanesque. Il doit y avoir quelque chose de romanesque dans l'air, puisque ça voilà. Bon, il y a peut-être pas le seul endroit, hein, mais bon, en tout cas, celui-là, oui. Mais à partir de là, disons qu'on passe chez vous à une sorte de ce qu'on pourrait nommer assez rapidement une géographie de la relégation. Tous ces quartiers qui ne sont pas dans le cœur de Paris, qui sont perpétuellement rappelés à leur être un petit peu périphériques. On passe par Pigalle. Vous aimez particulièrement la gare du Nord? Oui, j'aime beaucoup la gare du Nord, mais je voudrais bien parler d'un autre quartier que j'aime beaucoup, si ça ne vous ennuie pas. Je vous laisserai, on reviendra sur la gare du Nord, mais c'est Auteuil, parce que c'est pas loin. Oui. Et Auteuil, c'est un quartier, déjà c'est le quartier à peu près où se passe Peter Ibbetson, et Auteuil, c'est le quartier où je crois que c'est Immanuela Potocka, qui était Pignatelli, je crois, qui était cette femme assez cruelle, qui a été la protectrice de Jacques-Émile Blanche, protectrice et dangereuse, et dont Proust parle et s'inspire un petit peu pour certains personnages de la recherche. Et elle est partie, elle a quitté l'hôtel Potocki, qui est maintenant devenu cette espèce d'énorme bâtiment très, très luxueux, qui est pas boulevard Malesherbes, mais je ne sais plus où. Et la chambre du commerce, je crois, je ne sais plus ce que c'est. Et enfin la chambre, je ne sais plus ce que c'est, l'industrie, enfin je ne sais plus. Et elle part s'installer à Auteuil. Et je crois, c'est pas Montesquieu, ça pourrait être Montesquieu, mais c'est quelqu'un d'autre qui lui dit, mais vous qui êtes tellement méchante, est-ce que vous croyez que c'est une bonne idée d'aller vous installer en province parce que personne va venir vous voir? Et il y avait un côté province dans cette. Et j'aime bien la province à Paris. J'aime bien les quartiers à Paris qui font penser à Versailles ou qui font penser à Saint-Mandé ou qui pas Saint-Mandé parce que j'adore pas Saint-Mandé, mais qui font penser à des endroits un peu hors des choses ou à Senlis. Enfin voilà, les pavés, les trucs. Il y avait une ferme encore à Auteuil il y a pas si longtemps. Il y a la rue. Je sais plus, il y a une rue où il y avait encore une ferme, j'ai vu des photos de cette ferme, je crois que c'est une des dernières fermes parisiennes, hein. Et donc voilà, donc Auteuil, voilà, un quartier typiquement avec l'hippodrome que j'adore. Et en effet, on peut passer à la gare du Nord, qui est quand même, alors là, on est vraiment moi c'est un quartier, alors la gare du Nord, pour vous dire, quand j'étais enfant, j'ai eu une mobilette, quand j'avais 15 ans, j'allais faire des tours en mobilette, puis un jour j'étais dans des quartiers que je connaissais pas. Et puis je vois la rue Lafayette, je me dis oulala, où ça part ça? J'ai fait demi-tour, je me suis dit oulala, ça va beaucoup trop loin pour moi. Et je ne suis pas allé plus loin, ça m'arrive souvent dans ma vie de m'arrêter dans des promenades en me disant oulala, c'est pas pour moi. Et derrière, il y avait en effet ce quartier qui m'attendait, qui était un quartier où j'ai passé beaucoup de temps après, à mon corps défendant souvent, à Barbès, rue Mira, tout ça, et puis rue Polonceau, et la gare du Nord, qui est bon un peu plus centrale, hein, quand même, on redescend, hein, mais qui est un quartier abracadabra. Quand vous restez quand j'habitais à l'hôtel de Beaune, j'allais travailler, lire un peu avant de prendre le train pour rentrer dans ma cambrousse au nord. Donc je prenais le train à la gare du Nord, et là, vous restez là 10 minutes, vous avez un spectacle absolument, c'est fascinant. Il y a une population invraisemblable, il y avait des bordels, il y a des dealers partout, il y a des gens, il y a des limousines énormes, parce qu'il y a des gens qui viennent du train de Londres.
Il y a tout un trafic. C'est un endroit très vivant, la place Napoléon III, qui porte bizarrement son nom. Et puis j'y suis revenu à cause d'Eva, parce qu'Eva elle-même avait eu une partie de sa vie vécu une histoire sentimentale assez forte avec un psychanalyste fou, drogué, qui habitait juste là, qui était un ami de Chéreau. C'est Chéreau qui l'avait envoyé là pour la soigner. C'était peut-être pas une bonne idée. Et donc, elle a connu très bien aussi. Donc, nos premiers rendez-vous étaient à la Gare du Nord. Donc, c'est un endroit, oui, que j'aime bien. Mais c'est quand même Paris, là. On n'est pas. Pour moi, ça reste. Il y a un Nord beaucoup plus lointain, dont j'ai un petit peu parlé dans Anthologie, qui est la Télégraphe et tout ça, ouais. Là où là, on est carrément, là, on est parti. On est en banlieue, mais Gare du Nord, ce que j'apprécie moi, c'est à nouveau en rapport avec l'architecture réelle, parce que c'est justement une porte de Paris. Enfin, c'est Hittorf, 1860, c'est de l'Haussmann partout. Et on fait du monumental. C'est la rue de Castiglione sous stéroïdes, en quelque sorte, la place de Gare du Nord. Et vous y voyez, au contraire, tout le reste, tous ces flux, tous ces gens qui viennent de partout, qui se croisent, et la vraie vie. Ouais. Et après, évidemment, vous parlez de Barbès, et vous parlez à plusieurs reprises de votre amour pour ce que vous appelez les quartiers d'Arabes, les cafés d'Arabes. C'est comme ça qu'on disait. Oui. Et vous dites votre plaisir à fréquenter. Ah ben j'ai vécu. Moi, j'ai vécu. Alors j'ai vécu à Barbès à l'époque où c'était zone insalubre. Mon appartement, je me rappelle, rue de Palestro, qui était rue Capla, qui était au-dessus du marché aux voleurs, qui existe toujours, hein, où les types viennent revendre des trucs qu'ils ont piqués dans les boutiques. Et donc ça grouille en permanence de voleurs et de policiers. Enfin, ils balancent de temps en temps du lacrymogène pour ouvrir la foule. Mais ça n'a pas bougé. Et Barbès, j'y suis toujours. Eva passe son temps chez Guérissol et j'ai passé ma vie dans les quartiers comme ça. J'aime beaucoup ces quartiers-là. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens très bien. J'aime bien le rythme de vie. Et Barbès, en plus, c'est pas devenu parce que c'est devenu un peu de dire du mal des bobos, etc. De dire ah oui, le quartier maintenant c'est devenu un quartier de jeunes bourgeois. Barbès, non. Barbès, ça n'a jamais réussi. Il y a les junkies qui ont essayé, mais ils ont toujours été dépassés par la faune qui ne bouge pas et qui reste très stable. Les bouchers, les coiffeurs, les épiciers, les vendeurs de malles. Et les bijoutiers, hein, la première industrie, et je crois que c'est le premier lieu du bijou à Paris, bien avant la place Vendôme. Hein, je crois que il y a un vrai marché du bijou, un bijou fantaisie, bijou de petite valeur, mais avec beaucoup d'échanges, et donc c'est un endroit très... Oui, ça bouge pas, ça résiste à tout. Il y a une vraie résistance à l'embourgeoisement. Ils ont mis une terrasse surélevée juste en face du métro, mais elle est tellement isolée qu'avec un peu de chance, ça ne va pas fonctionner. Non, c'est très bien cet endroit. Je vous conseille d'y aller, parce que ce qui est vachement bien, c'est d'aller au rez-de-chaussée, pas sur la terrasse, mais quand vous vous mettez l'été au rez-de-chaussée, ils ont mis des trucs je ne sais pas si c'est du verre armé, pour protéger les clients, ouais. Et donc vous êtes derrière le verre et vous voyez tous les gars qui essayent de vendre des paquets de Marlboro, etc. Et toutes les embrouilles, les jeunes qui commencent dans le métier, les flics, etc. Et vous êtes comme au spectacle, mais vraiment, et derrière la barrière en verre, en plus, c'est très bien. C'est assez stupéfiant. C'est super. Comme rapport à la ville, oui, c'est assez étonnant. Alors, la Gare du Nord, il y a un immeuble que vous regardez, qui est le seul immeuble non haussmannien sur lequel vous vous arrêtez, c'est-à-dire le seul qui défait un petit peu la perspective Napoléon III, et qui est celui que regardait Irina depuis la fenêtre Eva. Pardon, Eva. Depuis, heureusement, elle n'est pas là. Oh là là. Depuis la fenêtre du fameux psychanalyste. Et là, je voudrais lire quelques lignes sur ce petit pan de mur. Les flèches de l'amour, passé un certain âge, se suffisent d'un petit espace. Ce pan de mur blanchâtre, ce balcon minable devinrent aussitôt des éléments de mon album, au même rayon que les toits de zinc ou la façade échouée de la gare d'Orsay que j'avais moi-même contemplée à l'aube, dans une angoisse complète par la fenêtre de mon hôtel, ou juché à demi nu sur le plan incliné du toit, au bord du précipice de la rue. Les grands insomniaques, les intoxiqués se raccrochent au paysage. Il y a des bouts de façade, des morceaux de crépi, les coins d'une fenêtre toujours éteinte ou mystérieusement allumée, qui contiennent, par la charge des regards et des angoisses qu'on y a laissées, beaucoup de choses.
Alors évidemment, moi, ce qui me fascine, c'est le petit pan de mur blanchâtre, ce Proust qui surgit gare du Nord pour l'immeuble le plus décati du quartier et qui vous rejoint, qui devient un signe, qui vous joint profondément, subjectivement, mais dans la ville, à Eva. Oui, c'est vrai, c'est un immeuble, c'est elle qui me l'a fait remarquer, c'est un immeuble 30 en fait, hein, qui est pas si décati que ça, vous êtes méchant avec cet immeuble. C'est vous qui le décrivez comme ça. Oui, le petit pan de mur, copropriétaire ne serait pas d'accord, mais il est voilà, oui, en effet, c'est un immeuble assez 30, qui n'a rien à foutre là. Moi j'aime bien, alors sans aller jusqu'à l'avenue qui va à la porte d'Orléans, où là on a une des plus grandes variantes d'architecture qu'on puisse imaginer. Je crois qu'il n'y a pas une maison qui est du même genre que la voisine, mais j'aime bien quand il y a un truc qui est pas vraiment dans le paysage, quoi, qui donne une espèce, puis c'est un hasard, je sais pas. Puis j'aime bien ce type d'immeuble. Ouais. Mais alors, ce sur quoi je voulais arriver, finalement, c'est sur le moment où la ville n'est plus seulement un espace social, un espace qui défait le monumental et l'officiel, mais où ça devient un espace intime, un espace très subjectif, où vous passez et repassez par des lieux qui semblent vous annoncer certaines choses, certaines rencontres. Vous passez plusieurs fois par l'endroit où vous avez rencontré Eva, très jeune, dans une voiture, et tout à coup, Paris redevient lieu d'annonciation. Et là, on avait pensé à un passage d'Eva. Oui. Je vous ouvre le... C'est à droite, en bas. Une des portes de l'autre monde s'ouvrit à l'hiver 2013, quelque part à Paris, dans le quartier situé entre les stations de métro Étienne-Marcel et Strasbourg-Saint-Denis, le boulevard, la vieille rue, parallèle à la Voie lactée, qu'empruntaient les rois de France au retour du sacre, les ruelles transversales où quelques prostituées africaines à demi clochardes survivent encore. Les révolutions propres à la mémoire ont leur parcours qui se trouve lié par des correspondances mystérieuses avec la cartographie. Les plans de la Providence s'appliquant à ceux de la vie réelle amènent celle-là à exister mieux, à se dresser d'une autre manière. Avant même que l'événement capital, rencontre ou accident se produise, le décor doit être planté. Durant les 2 ou 3 mois qui précédèrent l'arrivée d'Eva, j'avais le sentiment d'un exil géographique qui me replongeait dans un passé oublié depuis que je campais sur la rive gauche. L'hôtel de la rue de Beaune, les toits de zinc du quartier alentour, le voisinage des Tuileries et du quartier Saint-Germain-des-Prés me rappelaient mon enfance et m'apportèrent pendant des années un apaisement moral qu'aucun excès ne pouvait tout à fait déranger. Depuis quelques mois, je reprochais à ces parages leur douceur asservissante, un nouveau duvet qui, en dépit des conditions de vie précaires, m'empêchait de regarder vraiment, de ressentir vivement. Le quartier Saint-Denis où j'étais retombé me renvoyait à l'époque trouble de ma 20e année, durant laquelle toutes les difficultés contre quoi je lutte encore ont commencé à m'embarrasser. Et là, je dois dire que moi, j'étais bouche bée devant ce parallèle à la Voie lactée et que j'ai découvert sous votre plume que c'était une très belle reprise de Desnos. C'est-à-dire que là où la ville s'ancre de destins différents, l'écriture elle-même reprend d'autres écritures dans son lit. Et évidemment, ça m'amène à vous interroger sur le rapport au Paris surréaliste, au Paris de Nadja, là où tout est signe, là où il faut à la fois errer et reconnaître ce qui vous appelle et qui, à mon avis, est très présent dans le Paris d'Eva. Oui, ça c'est ça très clairement. J'ai été très très inspiré tout simplement par celui de Nadja et aussi par Aragon, évidemment, par le paysan de Paris, par certaines descriptions, pas forcément les lieux, mais la manière d'habiter les lieux qui venaient d'ailleurs je crois que j'en parle dans les Rameaux Noirs, c'était à la même époque que les séances d'écriture automatique
Et donc il y avait une espèce de modification du réel qui était due à des conditions quasiment hypnotiques de travail qui faisait que le marcheur, le promeneur était dans une espèce d'état qui n'est pas le contraire de celui du grand précurseur, à savoir le Nerval d'Aurélia, hein, où il est comme ça. Alors là, les signes deviennent peut-être un peu difficiles parce qu'ils deviennent très encombrants, les attitudes deviennent un peu trop excentriques, il se retrouve au commissariat de police, en garde à vue, mais, enfin, on disait pas ça comme ça, mais au dépôt, mais bon, les surréalistes sont plus prudents, hein, c'est pas mais c'est pas une critique, mais enfin, disons qu'ils jouent avec cette espèce de folie, avec une plus de finesse, on va dire, avec peut-être ils sont moins éperdus que Nerval, ils sont peut-être qu'ils découvrent pas ils ont déjà Nerval derrière eux, ils ont les symbolistes derrière eux, ils ont des gens qui... Donc du coup, la démarche est différente, elle est plus contrôlée, et c'est d'ailleurs très frappant. Le texte de Desnos est très intéressant parce que c'est un texte, je me rappelle plus ce que c'est que ce texte, mais j'en parle de mémoire. C'est un manuscrit ésotérique, bien sûr. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est un texte qui, comme parfois avec Desnos, est teinté de choses un peu journalistiques. C'est pas très pur, c'est encore une fois pas une critique, hein, mais c'est pas très pur. Ça serait malvenu de ma part. C'est pas très pur, mais de temps en temps il y a quelque chose d'absolument. Et là, le parallèle à la Voie lactée qui est délirant, qui est formidable. C'est la rue Saint-Denis. Et c'est merveilleux. Ça arrive comme ça tout à coup. Et c'est perdu au milieu d'une prose que Fargue appellerait les conversations de café. Vous savez, Fargue disait qu'il était influencé par les voix autour de lui quand il travaillait dans les cafés. Donc il y a une espèce de brouhaha, et puis tout à coup, paf, la fusée qui sort. Et la parallèle à la Voie lactée, c'est la fusée. Et en parlant de Nerval, une des dernières apparitions d'Eva dans le livre, en haut d'un escalier, petite, puis qui tout à coup grandit jusqu'à englober le monde, c'est quand même Aurélia, c'est quand même le retour là aussi de l'imaginaire d'Aurélia, passé par le paysan de Paris, puisque dans les Buttes de Chaumont, on a déjà une reprise de ce phénomène. Et on a là une sorte vraiment de lignée, et j'y suis d'autant plus sensible que votre Paris, qui risquait justement au front de scène d'être totalement abstrait, totalement désintégré, tout à coup devient un champ hanté par les écrivains qui l'ont passé, qui sont passés, qui l'ont lu, qui l'ont décrypté. Vous parlez de Verlaine, vous parlez de Roger Gilbert Lecomte, et on retrouve une véritable manière d'habiter Paris, non pas simplement, mais par la littérature finalement. Je pense que ça recoupe, je vous écoutais, j'ai réfléchissais en même temps, je pense que ça recoupe finalement souvent ce qui se passe dans l'écriture, c'est que ça rend compte de la réalité du travail d'écrivain. Et même quand on raconte quelque chose, il y a quelque chose d'autre qui se raconte en arrière-plan, et c'est l'évolution, parce qu'on évolue. Et moi, j'ai commencé avec le passage au front de scène, c'est à la fin de mon deuxième livre. C'est un moment où je voulais arpenter des lieux peut-être qui n'avaient pas été vus par d'autres. Et j'étais je voulais être là dans des endroits dont on n'a pas parlé. Et donc je trouvais que le front de scène, qui était un peu une no man's land comme ça, qui n'était pas très aimé des Parisiens, pas très aimé des gens de bon goût, je voulais le défendre. Et puis alors après, petit à petit, je suis rentré de plus en plus dans la littérature, et du coup je me suis retrouvé avec les collègues, et puis reprenant les collègues, et puis n'hésitant pas tout à coup à faire comme je fais avec Desnos, à reprendre à mettre des santons, comme on dit, des morceaux de textes piqués comme on pique les bouts des abbayes pour construire des maisons. Donc j'ai pris mon écriture est peut-être devenue plus littéraire au sens historique du terme. Je me suis plus intégré dans je me suis senti à l'aise tout à coup dans un Paris où en effet j'étais entouré d'écrivains, d'ombres, de fantômes, etc. Alors qu'avant, peut-être dans Nada, j'ai voulu au contraire, ce qui était d'ailleurs une démarche peut-être plus courageuse, j'ai voulu aller là où on n'était pas allé. Mais bon, voilà. Après, je crois que c'est vraiment là. Je crois et ça retrouve. C'est-à-dire qu'en fait, quand je retrouve Eva, parce que ce qui se passait, c'est qu'au fond, j'étais à un tournant assez particulier littérairement au moment où Eva arrive.
j'étais pas du tout en train de travailler sur un livre comme ça. J'étais en train de travailler sur le livre qui va venir après, dont on parlera peut-être en fin de, si toutefois on a la patience de tenir jusque-là, en fin de séance, à savoir le California Girls, donc le livre sur la Californie, sur la famille Manson. Et donc c'est un hasard, c'est ce que je dis dans le livre. Je me retrouve face à Eva Ionesco, que j'ai connue dans le temps, et tout à coup ça redéclenche toute la mécanique d'anthologie des filles de 13 ans, de la drogue, de machin et tout ça. Et du coup, je me suis retrouvé à réécrire finalement Anthologie d'une autre manière pour celle qui avait aimé Anthologie, parce qu'elle est venue vers moi parce qu'elle avait aimé ce livre, qu'on ne lui avait pas conseillé, on lui avait conseillé un autre, mais elle a lu celui-là et elle a reconnu des choses dedans qui étaient des choses de sa propre vie. Et donc, du coup, il y a un effet de mise en abîme, et je pense que c'est dans cet effet de mise en abîme et le passage au jeu où tout à coup j'ai arrêté de parler à la troisième personne, ce que je m'efforçais de faire depuis le début. Le passage au jeu, que j'avais commencé un peu dans un recueil précédent, parce qu'il y avait quelques textes autobiographiques, qui était une sorte de préparatoire qui s'appelait 113 études de littérature romantique, dans lequel j'ai préparé un peu le terrain pour Eva. Et donc passant au jeu, je me suis approprié des choses peut-être qui étaient plus... qui venait aussi de la tradition, des gens que j'aimais, que j'ai découvert aussi que j'aimais à mesure que j'écrivais, parce que c'est en écrivant qu'on découvre qu'on aime. Moi, Nadja, c'est un livre que j'ai lu quand j'avais 20 ans, mais j'étais pas... Voilà, ça m'a plu, mais c'était pas non plus... c'était pas le choc, comme, je sais pas, le portrait de Dorian Gray quand on a 14 ans. C'était bien, mais c'était pas... Et puis Breton, je trouvais ça écrit quand même... c'est difficile, la prose de Breton. C'est pas une prose très, très, très accueillante. Enfin, c'est très compliqué. Et puis voilà. Et puis tout à coup, en écrivant Eva, Nadja est venue me rendre visite, on va dire. Et puis j'ai commencé à travailler sur les livres qu'il y avait sur ma table, etc. Et du coup, le paysage a changé. Je crois que c'est une dynamique. Mais c'est ce qu'on ressent. Une écriture qui commence par se faire feuilleter aux deux sens, c'est-à-dire qui a des différentes profondeurs, différentes strates, qui feuillette. Vos chroniques sont beaucoup de feuilletage de différents livres, qui finissent par faire un texte, et une ville qui devient palimpseste, qui est elle-même un feuilleté d'histoires et de lieux pluriels multiples. Alors peut-être qu'on peut terminer en lisant le passage justement où on parle de la rue Rodier. Voilà. Oui, c'est un passage donc dans Les Rameaux Noirs, qui est donc le dernier livre, et où je décris des promenades à pied. Voilà. Je ne sais plus quel surréaliste, je ne suis pas certain que ce soit Breton, a indiqué dans un texte ou un entretien que le processus d'écriture automatique créait un si fort remous dans la conscience que la perception elle-même se trouvait modifiée. Les promenades qui suivaient ces séances prenaient un relief particulier d'une tonalité à la fois vague et symbolique, proche de l'atmosphère du rêve et de la folie. De telles promenades ne sont pas la conséquence du surmenage. Il suffit d'une certaine lumière d'hiver à Paris pour que je me trouve transporté dans une dimension qui n'est plus celle de la ville oppressante où l'argent doit être gagné chaque jour. Je flotte. En descendant la rue Rodier, comme cela m'arrive 1 ou 2 fois par semaine dans l'après-midi, après avoir écrit, je trouve que les immeubles et le ciel au-dessus des toits ont l'apparence de mes souvenirs les plus anciens, irréels mais chargés de vie. Comme si la grisaille de novembre portait dans son grain la présence d'autres regards. Je pense à Paul Léotot, à Breton, dont j'approche la sphère d'influence, à Nerval, à Verlaine aussi, et à Baudelaire, dont j'ai vu le portrait par Carja il n'y a pas longtemps dans une rue voisine. Je regarde les innombrables tuyaux des cheminées qui montent vers le ciel bas. L'âge et les lectures répétées de mêmes morceaux de littérature, l'écriture de ce livre qui réveille encore une fois toutes ces sensations, font du paysage parisien une œuvre dont je tire la même émotion qu'un amateur qui regarde une gravure ou un dessin, celui d'un propriétaire devant ses apanages imaginaires. Plaisir d'amateur, pourrait-on m'objecter, et qui n'a rien à voir avec les errances inspirées des surréalistes où la moindre enseigne de café prenait la force d'un oracle. Oui, mais la trace de ses souffles est toujours présente. Les battements de cœur de Léotot que sa vieille bonne Marie pesait, celle qui lui servit de mère, laissait attendre devant l'étal du marchand de vin,
ou la folie passagère de Breton troublé par Nadja qui relevait dans une enseigne voisine un indice comme le détective d'Edgar Poe afin de trouver on ne sait quelle preuve d'on ne sait quelle autre réalité que j'ai visitée moi aussi. Certains événements à venir peuvent aussi influencer le réel. La mort d'un être qui m'est cher avant qu'elle ait lieu, pour peu que j'y pense, embrume de mes larmes la présence lumineuse comme une opaline du ciel blanc. Les tuyaux à jamais éteints, que personne n'a démontés, en dépit des interdictions touchant les calorifères à combustion lente, sont des pipes à opium. La présence d'un rocher de grande taille situé dans le lit de la Seine, à la hauteur du pont du Carrousel, m'a été révélée par un très volumineux manuel de géologie parisienne. J'avais trouvé ce gros livre de format raisin chez un bouquiniste à l'époque où je me livrais à des investigations sur le sous-sol du 15e arrondissement. Mon second roman se terminait dans le quartier de Javel, aux derniers étages de l'ancien hôtel Nico. Barès, dans ses carnets égyptiens, compare les jardins d'Éléphantine aux lenteurs d'un roman bien fait. Mon sondage des sous-sols et du lit de la Seine me permettrait, je le croyais du moins, d'expliquer certains reflets de ce puissant fleuve tel qu'il coule vers l'île des Cygnes à l'ouest de Paris. Cette fin de roman pleine de lenteur où le héros attend Lucardis, la femme à la chevalière. Je cherchais des transparences, des sablières, celles de Julien Green dans Épave, et j'ai trouvé un rocher au Carrousel. Oui, là, c'est vraiment un panorama littéraire. Oui, je trouve que c'est parfait pour finir cet entretien et je vous en remercie.